De présenter Michael Chase, qui est chercheur au CNRS, au centre Jean Pépin, et qui a soutenu sous ma direction il y a quelques années une thèse consacrée aux commentaires de Porphyre, dit commentaire à Guédalios, sur les catégories, qu'il a essayé de, je ne dirais pas de reconstituer ou de retrouver à travers le commentaire de Simplicius sur les catégories, commentaire pour lequel Porphyre est une des sources fondamentales, enfin source directe, ça c'est une autre affaire, parce que justement dans sa thèse, Michael Chase a essayé non seulement d'identifier les passages qui sont soit des citations directes, ça c'est facile, ou des citations ou des paraphrases indirectes de Porphyre, et a suggéré que dans nombre de cas, je ne sais pas dans tous les cas, enfin on pourra peut-être en reparler, il y a entre Porphyre et Simplicius un filtre qui pourrait bien être le commentaire de Jamblique, étant donné que Simplicius nous apprend de manière tout à fait explicite que le commentaire de Jamblique était lui-même fondé sur Porphyre, qu'il recopiait souvent mot à mot, d'où des problèmes assez complexes et très intéressants de critique textuelle et d'interprétation philosophique. Alors Michael Chase est spécialiste donc de la tradition néoplatonicienne des catégories. Il a aussi traduit en anglais pour la collection de Richard Sorabji un certain nombre de textes. Alors je ne me rappelle plus exactement tout ce que vous avez traduit, mais vous avez notamment traduit aussi traduit Simplicius. Oui, oui, oui. Voilà. Et par ailleurs, je voudrais insister là-dessus, il fait partie de ces hellénistes, spécialistes de l'histoire de la philosophie, qui ont appris l'arabe, et vos recherches portent en grande partie sur la tradition en langue arabe de la philosophie grecque. Et je me contenterai de donner une indication de lecture. On lui doit l'article Porphyre du dictionnaire des philosophes antiques dirigé par Richard Goulet. Voilà, en partie. Hein. Enfin, ce sont des pages très importantes et très intéressantes. Voilà. Alors, je ne sais pas si nous aurons l'occasion d'avoir votre opinion sur le palimpseste d'Archimède à l'occasion de cet exposé, ou hors de cet exposé, mais je serais très intéressé d'avoir votre avis sur cette question. Donc aujourd'hui, l'intitulé du séminaire porte précisément sur Porphyre et les catégories. Donc Michael, avec grand plaisir, je vous donne la parole. Merci beaucoup Philippe, et merci aux organisateurs de ce séminaire de m'avoir fait l'honneur de m'inviter. On m'a demandé donc de vous entretenir de l'attitude de Porphyre envers Aristote, et je vais me concentrer plus particulièrement dans ce qui suit l'attitude de Porphyre envers les catégories d'Aristote. Mais avant d'en venir là, reprenons un peu à quelques considérations que Luc Pousson avait commencé à discuter la fois dernière. Donc, commençons par nous mettre en mémoire le cadre historique de la question. Porphyre arrive à l'école de Plotin en 232 de notre ère, à l'âge de 30 ans environ, et il y reste 6 ans. Un jour, comme il nous le raconte dans sa vie de Plotin, il se trouve dans un état de dépression et songe au suicide. Plotin, le trouvant dans cet état, reconnaît sur le champ que son élève souffre de mélancolie et lui recommande de voyager. Porphyre obtempère et s'en va s'installer en Sicile. Il ne reverra plus Plotin, qui meurt en 270. On ne sait pas trop ce qu'est devenu Porphyre après ces événements. Il reste certainement un certain temps en Sicile, car tout porte à croire qu'il y a rédigé un certain nombre de ses écrits, y compris ce qu'il a consacré à Aristote. Revient-il par la suite à Rome pour reprendre, à la suite de son maître, la direction de l'école de Plotin? C'est probable, à mon avis.
même si, il faut l'avouer, aucun témoignage certain ne nous en assure. Ce retour à Rome et cette reprise par Porphyre de la direction de l'école de Plotin ont souvent été mises en doute. Cependant, on sait que Porphyre a eu des élèves, notamment, bien qu'il reste quelques doutes sur ce sujet, Jean Blic et Théodore d'Aciné. Or, je me demande où veut-on que cela ait eu lieu, sinon à Rome. L'affirmation dans un livre récent de Michael Bland Simmons, selon laquelle Porphyre aurait donné des conférences de philosophie en Afrique du Nord, relève de la pure fantaisie, à mon avis. Ce sera à Rome, et non pas en Afrique du Nord, que Porphyre aura attiré vers lui les disciples qu'Arnobe connaîtra sous l'épithète des viri novi, des nouveaux hommes. Et le jeune Augustin semble lui aussi imprégné de ce porphyrianisme romain qui se manifeste chez les correspondants d'Augustin. On sait que l'attitude de Porphyre envers Aristote était ambiguë. De Plotin, excusez-moi. Envers Aristote était ambiguë. Nous avons vu par exemple dans les interventions dans ce séminaire de Gwynaël Aubry et de Laurent Lavaux que le sage de Lycopolis récupère un nombre non négligeable de doctrines aristotéliciennes, même si le plus souvent ce n'est pas sans les modifier plus ou moins profondément. Mais sur d'autres points, il le combat. Plotin rejette évidemment la doctrine selon laquelle le premier principe serait l'intellect qui se pense lui-même, réservant ce privilège à l'un et fondant de la sorte ce que nous appelons aujourd'hui le néoplatonisme. Plotin n'est pas plus tendre en ce qui concerne la doctrine aristotélicienne selon laquelle l'âme serait l'entéléchie du corps organisé. Plotin, fidèle en cela à Platon, ne saurait accepter une doctrine qui mette en doute la séparabilité et l'immortalité de l'âme. Mais l'un des points principaux de litige était certainement le statut de la logique aristotélicienne, et plus spécifiquement encore, celui des catégories, que Plotin se soumet, comme Luc me l'avait dit, à une critique détaillée dans son grand traité sur les genres de l'être, correspondant dans l'édition porphyrienne des Énéades au traité Énéade 6, 1 à 3, traité 42 à 44 dans l'ordre chronologique. Même s'il y a eu un certain nombre de débats sur ce sujet, je me joins à ceux parmi les exégètes modernes qui, comme Riccardo Caradonna, estiment que le jugement de Plotin sur les catégories d'Aristote est globalement critique, pour ne pas dire carrément négatif. Aux yeux de Plotin, en établissant sa doctrine des catégories, le stagirique n'a pas pris en compte le monde intelligible, ce qui fait que sa liste des catégories ne s'applique qu'au monde sensible. Cette liste étant donc inadéquate, il faut lui préférer une doctrine catégoriale fondée sur les 5 genres du sophiste de Platon, comme le puissant nous l'a indiqué la semaine dernière. Or, sur ce point, Porphyre ne semble pas partager l'avis de son maître. On se rappellera qu'il est l'auteur d'un ouvrage en 7 livres, malheureusement perdu, intitulé « Sur le fait que l'école de Platon et d'Aristote est une ». En effet, non seulement Porphyre ne rejette pas la doctrine aristotélicienne des catégories, mais il rédige, vraisemblablement en Sicile, toute une série de commentaires et d'écrits introductifs à la logique aristotélicienne. On compte entre ses écrits l'Isagogé, petit traité d'introduction à la logique qui va exercer une influence profonde sur la tradition philosophique subséquente, que ce soit en langue grecque, latine, syriaque ou en arabe. Il rédige aussi non pas un, mais 2 commentaires aux catégories. Un petit commentaire par questions et réponses qui nous est parvenu à l'état presque complet, et un volumineux commentaire plus avancé en 7 livres, adressé à un certain Guédolius, qui est aujourd'hui perdu, mais dont il subsiste des fragments chez les commentateurs néoplatoniciens Simplicius et Lexip.
Dans ce grand commentaire, Porphyre semble même avoir répondu aux objections que Plotin avait formulées contre la doctrine des catégories. En outre, le philosophe de Tyr a, semble-t-il, rédigé des commentaires à la plupart des autres traités qui constituent ce que nous connaissons comme l'organon aristotélicienne, aux Périherménéas, aux premiers et aux seconds analytiques et aux réfutations sophistiques. On ne peut nier donc qu'on a là une différence assez fondamentale entre maître et disciple pour ce qui est de l'appréciation d'Aristote et de sa philosophie dans son ensemble. À quel point ce désaccord était-il grave? Vraiment très grave selon le père Saffray, qui, dans un article de 1992, a proposé que l'histoire de la dépression de Porphyre, en tant que cause prochaine du départ de Porphyre de l'école de Plotin, aurait été une pure fabrication, inventée par Porphyre pour masquer le fait que la vraie raison du départ de celui-ci, de l'école de Plotin, c'était précisément cette dissension entre maître et disciple au sujet d'Aristote. Relisons, si vous le voulez bien, ce texte de la vie de Plotin de Porphyre, même si les puissants a déjà attiré notre attention là-dessus la fois dernière. C'est notre texte 1. Et quant à moi, Porphyre, Plotin, perçut un jour que je songeais à me quitter de moi-même la vie. Soudain, le voici devant moi qui passait mon temps à la maison. Il dit que ce désir ne résultait pas d'une disposition d'ordre intellectuel, mais d'une affection mélancolique, et me proscrivit de partir en voyage. Je lui obéis, et j'allai en Sicile. Ainsi, pour ma part, je me défie du désir que j'ai dit, et du même coup fut empêché de demeurer auprès de Plotin jusqu'à sa mort. Or, personnellement, je trouve peu convaincante l'hypothèse du père Saffray, qui a pourtant gagné beaucoup d'adhérents parmi les historiens de la philosophie, y compris Alain de Libera, par exemple. Tout d'abord, les dissensions n'étaient pas inconnues à l'intérieur de l'école de Plotin. Pourquoi ce serait ce désaccord sur l'évaluation de la philosophie d'Aristote qui aurait été suffisamment grave pour mener à cette rupture définitive? Porphyre n'était pas, quoi qu'on ait pu dire, un partisan inconditionnel du stagirite. L'œuvre de Porphyre n'est pas dépourvue de critiques, de jugements critiques à l'égard d'Aristote. Notamment, comme son maître Plotin, Porphyre lui aussi trouve honteuse la doctrine aristotélicienne de l'âme humaine comme entéléchie du corps. Ensuite, même à supposer que Porphyre avait voulu cacher les véritables raisons de sa séparation d'avec son maître, il aurait pu inventer toutes sortes de raisons plus banales pour expliquer son départ, ou même rester dans le vague à ce sujet. Comme lorsque, dans sa lettre à son épouse Marcella, pour expliquer son absence et sa séparation de celle-ci et de sa famille après seulement 10 mois de mariage, il se contente d'évoquer, et je cite, le besoin de Hélène, et créaton Hélénon. Or, on imagine, à mon avis, difficilement que Porphyre, pour cacher un point de désaccord avec son maître, aurait inventé 30 ans plus tard une anecdote qui mettait en cause sa propre santé mentale. En fait, moi, je ne sais pas si ce qu'on pense externe, mais moi, je ne peux pas penser à un autre cas où quelqu'un avoue avoir songé au suicide pour des raisons purement psychologiques, métaphysiques. C'est un cas assez unique, ton histoire, me semble-t-il. L'hypothèse la plus simple et la plus probable, à mon avis, c'est que cette anecdote, qui n'a en soi rien d'invraisemblable, est, dans le fond, vraie. Quoi qu'il en soit, c'est bien Porphyre qui, par son travail de commentateur des traités aristotéliciens, inaugure la tradition pédagogique néoplatonicienne qui restera intacte jusqu'à la fin de l'Antiquité gréco-romaine et bien au-delà, grâce à ses prolongations syriaques, arabes et latines. Dans les écoles néoplatoniciennes,
On abordera désormais le curriculum philosophique, après avoir étudié l'Isagogie de Porphyre, par l'étude de la philosophie d'Aristote, en lisant l'Organon, dans l'ordre que nous avons conservé jusqu'à aujourd'hui. Catégories, périherménéas, premiers et seconds analytiques, topiques, réfutation sophistique. Puis on passera à l'étude de l'éthique, du de anima, puis la physique, pour finir avec la métaphysique, et notamment le livre Lambda, auquel Porphyre semble avoir consacré un commentaire. Cette lecture d'Aristote constitue ce qu'on appellera par la suite les petits mystères de la philosophie, sorte de curriculum introductoire qu'un Proclus, par exemple, allait couvrir en 2 ans. À l'issue de ce programme d'études, censé fournir une connaissance aussi complète que possible du monde sensible et de la psychologie humaine, les élèves étaient prêts pour aborder les grands mystères, une sélection de 12 dialogues de Platon, culminant dans le Timée, et puis dans le Parménide, qui leur révélerait les mystères du monde intelligible. Si donc on ne saurait disputer à Plotin le titre de fondateur du néoplatonisme, on n'en pourrait pas moins soutenir que l'originateur de la forme du néoplatonisme qui allait déterminer le curriculum philosophique de l'Antiquité tardive, avec sa synthèse si caractéristique des doctrines de Platon et d'Aristote, n'est autre que Porphyre. Nous allons, dans ce qui suit, nous concentrer sur l'interprétation porphyrienne des catégories, en tant que lieu particulièrement propice pour étudier ces tentatives d'harmonisation des philosophies de Platon et d'Aristote. L'attitude du philosophe néoplatonicien Porphyre de Tyr vis-à-vis des catégories d'Aristote a fait l'objet d'un certain nombre de débats au cours de ces dernières années. J'aimerais à présent rendre compte de quelques-unes des principales positions adoptées par les chercheurs dans cette question, et entre autres par mon ami Ricardo Caradona, avant de proposer ce que j'estime pouvoir être une solution, toute hypothétique, à quelques-uns des problèmes soulevés. Je ne prendrai pas en compte le texte récemment découvert dans le palimpseste d'Archimède et attribué par les éditeurs à l'Edgedalium de Porphyre, car je ne suis pas persuadé que ce texte soit de Porphyre. Alors Philippe Hoffman m'a posé la question. Il s'agit là d'un commentaire sur les catégories anonyme, découvert dans un palimpseste, la palimpseste d'Archimède, et que l'équipe qu'il a étudiée, y compris qui contenait entre autres Ricardo Caradona, Marwan Rached et David Sedley, ont attribué à Porphyre. Or, moi, en lisant ce texte, il me semble que c'est d'une banalité frappante, et je vois très mal ce qui pourrait y avoir là-dedans pour l'attribuer à Porphyre. Il me semble plutôt qu'il s'agit d'un texte de la basse antiquité, par quelqu'un qui ne se connaissait pas très bien en la matière. À un moment donné, par exemple, l'auteur fait la remarque que Aristote était souvent en désaccord avec les stoïciens. Alors je dis que pour Porphyre, ce serait un peu gros. Simplicius se réfère à Porphyre dans son grand commentaire sur l'Edgedalium, au père de tout ce qui est bon en nous. Alors, de là, des remarques de cette teneur, il y a un pas. Enfin, il faudrait toute une communication pour essayer de montrer ce que je pense de cette attribution. Revenons donc aux sources, si vous le voulez bien. On a déjà dit que nous possédons de Porphyre un commentaire aux catégories par questions et réponses qui a récemment fait l'objet d'une belle édition critique avec traduction française et notes due à Richard Bodeus en 1998. C'est bien entendu le point de départ pour toute enquête sur l'approche porphyrienne aux catégories.
aristotélicienne. Mais certains des développements qu'on y trouve ne sont pas dépourvus d'ambiguïté. En effet, la nature propédeutique de ce traité, destiné aux philosophes débutants, laisse ouverte la question de savoir s'il contient, sur toutes les questions qui prend en considération le dernier mot de l'auteur. Pour ce qui est de ce caractère propédeutique, on peut citer les pages 75, 24 à 31, un bus, où Porphyre dit que le fait que les universaux se disent d'un substrat et que les accidents dans un substrat sont qualifiés comme, c'est-à-dire ce fait est qualifié comme, et je cite, un discours profond, batus ho logos, et au-delà de ton état. Il ne relève pas de l'état de ce qu'on introduit à la philosophie. Et là, on peut comparer la fameuse ouverture de l'Isagogé, où Porphyre annonce qu'il va s'abstenir des questions trop profondes, ton batuteron apeiromenos detematon, tels que précisément les débats autour du status des universaux. Autre citation de la page 134, 28 à 29, Bus, petit commentaire. Le traité des catégories fut rédigé à l'intention des débutants, tandis que la métaphysique le fut pour ceux qui sont déjà complètement formés, teleius. Finalement, on lit dans le commentaire de Dexip, qui souvent, lorsqu'il y a ressemblance ou citation exacte qu'on retrouve d'une part dans le commentaire aux catégories de Simplicius, de l'autre dans le commentaire des catégories de Dexip, on peut supposer, à mon avis, qu'on a affaire au commentaire de l'Adgedialium de Porphyre. Et chez Dexip, à la page 40, 21-22, Bus, on lit que dans le traité des catégories, Aristote a en vue les débutants qui ne peuvent comprendre que les enseignements les plus simples. Donc, souvent, quand on étudie le petit commentaire sur les catégories, on se dit, bon voilà, ça représente le point de vue de Porphyre. Et ce n'est pas forcément toujours vrai, à mon avis. Mais nous avons aussi vu que Porphyre avait consacré un deuxième traité aux catégories aristotéliciennes, traité beaucoup plus volumineux, semble-t-il, et destiné vraisemblablement aux étudiants plus avancés. En effet, on considère généralement que ce grand commentaire en 7 livres adressé à Guédalios contenait déjà la plupart des renseignements sur l'histoire de l'interprétation des catégories que l'on trouve dans les commentaires subséquents aux catégories, par exemple celui de Simplicius. Là, ce sont des informations d'ordre historique sur tous les commentateurs antérieurs, citations des péripatéticiens, citations des stoïciens. Et là, encore une fois, dans le palimpseste d'Archimède, on ne trouve absolument rien de tout ça, même pas des citations exactes. De ce grand commentaire Adgedialium, il ne nous reste que quelques fragments d'interprétation délicate préservés dans les commentaires sur les catégories de Dexip et de Simplicius. Alors, Philippe Hoffman a bien expliqué pourquoi c'est délicat, c'est parce que Simplicius, dans son propre commentaire aux catégories, nous implique que lui se base sur le commentaire aux catégories de Jamblique, et ce commentaire de Jamblique, à son tour, était basé sur le commentaire de Porphyre. Alors là, quand on essaie de séparer dans tout ça ce qui est du Simplicius, Jamblique à Porphyre, c'est pas toujours très évident. Et il y a pas mal de controverses sur ces points. Quoi qu'il en soit, à en juger d'après les fragments qui nous restent, Porphyre y répondait, entre autres, aux critiques que son maître Plotin avait adressées aux catégories d'Aristote. On ne saurait négliger le témoignage de ces fragments si l'on veut parvenir à une appréciation globale de l'attitude porphyrienne face aux catégories d'Aristote.
On en vient maintenant à la question de l'harmonisation de la doctrine de Platon et d'Aristote. S'il y a eu conflit entre Porphyre et Plotin sur la valeur des catégories d'Aristote, c'est le point de vue de Porphyre qui a triomphé. En effet, nous avons vu qu'à la suite de Porphyre, le traité des catégories se trouve intégré de manière définitive dans le curriculum des études néoplatoniciennes, où il figure en deuxième place dans l'ordre de lecture, après l'Isagogé. Or, cette canonisation des catégories est la conséquence d'un choix interprétatif fort de la part de Porphyre, destiné en premier lieu à résoudre le problème du conflit apparent entre les doctrines philosophiques de Platon et d'Aristote. Le problème auquel se voyait confronté Porphyre était en gros le suivant. Pour faire face au courant de pensée qui à ses yeux menaçait l'hellénisme tel que le christianisme et le gnosticisme, il fallait que la philosophie grecque présente un front uni. Mais les deux représentants les plus grands de la philosophie grecque, Platon et Aristote, semblaient se contredire sur plusieurs points doctrinaux, notamment sur la question de l'existence des formes intelligibles séparées. La solution de Porphyre va consister à dire qu'Aristote ne contredit point Platon, car les deux philosophes ne parlent pas de la même chose, sinon de deux niveaux distincts de la réalité, le niveau sensible et le niveau intelligible. Or, j'aimerais illustrer mon propos par l'exemple de la catégorie aristotélicienne de la substance, et cela c'est votre texte 2. Au chapitre 5, 2 à 11 à 14 du traité des catégories, Aristote affirme que la substance, au sens le plus fondamental, premier, protos, le mot va être important, et principal du temps, c'est ce qui n'est affirmé d'un sujet, ni dans un sujet. Par exemple, l'homme individuel ou le cheval individuel. Mais on appelle substance seconde, dioterai usiai, les espèces dans lesquelles les substances prises au sens premier sont contenues. On désigne donc du nom de seconde ces deuxièmes substances, savoir l'homme et l'animal. Est affirmée ici la priorité ontologique de l'individu concret, l'individu sensible, tandis que les entités d'ordre général, comme les genres et les espèces, auxquelles Platon attribuait en tant que forme ou idée un degré de réalité plus haute, se trouvent rabaissées au rang d'entités secondaires, Voyons donc comment Porphyre fait face, dans son commentaire mineur par questions et réponses, à cette contradiction apparente. En réponse à la question de son élève interlocuteur, stupéfait d'apprendre qu'Aristote avait appelé première substance les individus sensibles au lieu des intelligibles, tels que le Dieu intelligible est, ajoute-t-il, si des idées existent, des idées aussi, Porphyre, dans son rôle de maître, donne la réponse suivante, c'est votre troisième texte, parce que je dirais que puisque le but de l'ouvrage traite des expressions significatives, l'excès semanticae, et que les expressions ont été imposées d'abord aux choses sensibles, car les hommes ont d'abord, protos, nommé ce qu'ils voyaient et ce dont ils avaient des sensations. Dans un deuxième temps, ils ont nommé ce qui est premier par nature, mais secondaire par rapport au sens. C'est à juste titre qu'Aristote a posé comme substance première ce qui fut nommé d'abord, protos, par les expressions, c'est-à-dire les sensibles individuels. Donc, du point de vue de ces expressions significatives, les premières substances sont les sensibles individuels, tandis que, du point de vue de la nature, ce sont les substances intelligibles à être premières. Or, la tâche d'Aristote dans le traité des catégories est de diviser les genres de l'être selon les expressions significatives
et les expressions significatives relèvent en première instance des substances sensibles et individuelles. Donc, ce que fait Porphyre ici, c'est qu'il mobilise un certain nombre de doctrines philosophiques pour parvenir à son but qui est, on se le rappelle, minimiser le conflit apparent entre Platon et Aristote, en expliquant comment Aristote a bien pu appeler les substances premières les individus concrets du monde sensible. Tout d'abord, on a la doctrine du skopos, ou la prothésis, le but unique que chaque écrit aristotélicien ou d'un autre philosophe est censé poursuivre, et auquel tous les autres éléments se trouvent de ce fait subordonnés. On a coutume de dire que la doctrine du skopos n'est élaborée qu'à partir de Jean Bluc. Il me semble qu'on l'a ici. Les premiers siècles de l'Empire romain avaient vu surgir une controverse sur la nature du traité aristotélicien des catégories. De quoi s'agissait-il? Quel était son propos? Quel était son but, son skopos? Déjà, avant l'époque de Porphyre, on avait proposé 3 solutions à ce problème. Premièrement, le but ou le sujet du traité des catégories était les mots. Selon d'autres, c'était les choses. Et enfin, selon d'autres, les concepts ou les pensées, tanoemata. La réponse de Porphyre dans le petit traité par questions et réponses est ici claire. Les catégories, ce sont les expressions significatives, l'exé sémanticae, en tant que celles-ci signifient les réalités, ta pragmata. Porphyre stipule donc ici que le but du traité des catégories, ce sont les expressions significatives. On trouve ici un exemple intéressant de ce qu'ont pu peut-être être les éventuelles différences de perspective entre, d'une part, le petit commentaire aux catégories par questions et réponses, et d'autre part, le grand commentaire perdu aux catégories adressé à Guédalios. En effet, la position du petit commentaire est claire et simple. Le traité des catégories porte sur les expressions qui nous portent directement sur les expressions qui signifient les réalités. Alors ça, on le voit dans notre texte 4. Ce travail ne peut porter sur les genres d'être. Là, on voit le conflit déjà, la contradiction avec Plotin, qui avait soutenu le contraire, ni généralement sur les choses en tant que telles, mais plutôt sur des vocables propres à signifier les choses. Ce qui est envisagé ici, c'est un schéma de signification directe. Les mots signifient directement les choses. Un premier témoignage tiré du commentaire d'Adelheid Gallium semble renforcer ce schéma, et ça c'est votre texte 5. Porphyre dit, aussi bien dans l'Adelheid que dans le par question et réponse, que le but du livre des catégories, c'est les prédicats, la catégorumena. Or, ce sont les mots simples qui signifient les choses, en tant que ces mots sont significatifs, mais non pas en tant que ce sont de simples expressions. L'étude des expressions en tant que simples expressions est réservée aux grammairiens. Cependant, quelques pages plus loin dans son commentaire, Simplicius, qui nous transmet ces fragments, nous rapporte une autre doctrine, ou peut-être plutôt une version plus complète de cette même doctrine, exprimée elle aussi dans l'Adgedalion de Porphyre. Ça c'est votre texte 6. Le skopos du traité des catégories traite des mots simples, premiers et génériques, dans la mesure où ils signifient les êtres. Mais on y enseigne forcément en même temps, c'est une didasketai de Pantos, les réalités, la pragmata, qui signifie, et les concepts, tanoemata, dans la mesure où les réalités sont signifiées par les mots.
Et cela, c'est le point de vue des Alexandres, d'Herminus, de Boethos et de Porphyre. On aperçoit là, me semble-t-il, une divergence assez importante entre le petit commentaire par questions et réponses et le grand commentaire ad Gedalium. Tandis que dans le premier, Porphyre parle vraisemblablement par souci de simplicité, comme si les mots désignaient directement les choses, dans l'ad Gedalium, il reconnaissait le rôle des concepts, des noemata, dans la démarche sémantique. Sur toutes ces questions, je renvoie à l'article de Philippe Hoffman paru dans les actes du colloque de Simplicius en 1987 sur le scopos dans les catégories, la question du scopos dans les catégories. Deuxième solution, deuxième élément, excusez-moi, important de la sédition philosophique de Porphyre, c'est la doctrine de la double imposition des mots. À l'aube de l'histoire, selon Porphyre, l'homme a commencé par nommer les choses concrètes qui lui tombaient sous les sens. Siège, homme, chien, soleil, c'est-à-dire les substances premières aristotéliciennes. Il a ensuite nommé les couleurs, ce qui correspond à une catégorie de la qualité, puis nombre et grandeur représentant de la catégorie de la quantité, et etc., jusqu'à ce que l'on rende compte de l'ensemble des catégories aristotéliciennes. Or, dans un deuxième temps, l'homme est revenu sur les mots qu'il avait imposés aux choses lors de la première imposition pour distinguer ces mots en nom, verbe et les autres parties du discours. Et tandis que la première imposition correspond donc au traité des catégories, la deuxième correspond au traité de l'interprétation. Donc, si Aristote a appelé première, protai, les substances sensibles, c'est donc d'une part pour une raison historique, c'est parce que c'était les premières choses à recevoir des noms. On voit ici que Porphyre joue un peu sur l'ambiguïté du mot grec protos, qui signifie aussi bien primaire, principal, et c'est là le sens dont Aristote s'était servi en disant que la substance protos est l'homme ou le cheval individuel, mais cela peut aussi vouloir dire antérieur, premier au sens chronologique. Et c'est le sens qu'utilise Porphyre pour dire que les expressions furent imposées protos aux choses sensibles. Enfin, Porphyre se sert d'une dichotomie aristotélicienne entre ce qui est premier pour nous et ce qui est premier par nature. Les individus sensibles sont les substances et sont premières par rapport à nous. C'est-à-dire que ce sont celles que nous rencontrons dans la vie de tous les jours ou à un niveau pré-philosophique. Mais les substances intelligibles, quant à elles, sont premières par nature. Autrement dit, en tant que situées plus haut dans la hiérarchie ontologique, elles sont douées de davantage d'intelligibilité intrinsèque. Étant donné que, selon Porphyre, le but du traité des catégories est, nous l'avons vu, la division des genres de l'être selon les mots significatifs, et que le premier dénotatum des mots significatifs sont les choses sensibles, Aristote a tout à fait raison de dire que, dans le cadre du traité des catégories, les substances au sens premier, protos, ce sont des choses sensibles. Passons maintenant à la question de savoir si Porphyre était-il conceptualiste. Divers passages du petit commentaire sur les catégories peuvent en effet laisser l'impression que Porphyre y adopte, par rapport à la question du statut ontologique des universaux, tels que les genres et les espèces, une attitude qu'on pourrait qualifier, sinon de nominaliste, du moins de conceptualiste. Il s'agit de textes où Porphyre explique que nous formons les notions de genre et des espèces par abstraction.
et que ces universaux n'existeraient point si les individus dont ils sont prédiqués n'existaient pas. On en prendra comme exemple le texte numéro 7. Alors le maître, répondant à une objection de l'étudiant, lui répond: tu as fait porter ton argument sur Socrate uniquement, mais on ne doit pas faire porter son argument sur un seul individu. Il faut bien savoir au contraire que la substance individuelle, ce n'est pas un seul des particuliers, mais tous les hommes singuliers dont se tire précisément la notion de l'homme prédiqué en commun, ainsi que les animaux singuliers qui nous permettent de concevoir l'animal prédiqué en commun. Ce sont eux, par conséquent, qui portent la responsabilité de l'existence des choses prédiquées en commun. En dehors des êtres singuliers, on ne peut en effet penser ni le bœuf, ni l'homme, ni le cheval, ni en général l'animal. Or, si c'est en partant de la perception des êtres singuliers que nous arrivons par la pensée à saisir le prédicat commun, alors, dans l'hypothèse où l'on supprime les animaux singuliers, il n'y aura plus non plus de prédicat commun, ce qui s'applique à tous. On a très souvent cité ce texte, par exemple Ricardo Caradona le fait, Peter Adamson dans un récent article. On s'est cité ce texte précisément pour dire que Porphyre est un conceptualiste dans le genre d'Alexandre d'Aphrodite. Il ne croit pas à l'existence indépendante, séparée, réelle des formes platoniciennes. Or, dans un sens, ce que dit Porphyre ici n'est que du sens commun. Le terme que j'ai traduit par ce qui est prédiqué en commun, en grec to koiné catégoroumenon, n'a de sens que dans le contexte de l'acte de prédication. Pour qu'il y ait prédication, il faut bien qu'existe ce dont le prédicat est prédiqué. Et à mon avis, c'est ça qu'on n'a pas toujours vu. Adamson parle comme s'il s'agissait des universaux ici. Bon, c'est pas ça le terme en grec, c'est les prédicats communs. Or, Ricardo Caradone a montré de manière convaincante, me semble-t-il, que Porphyre suit ici le réalisme modéré d'Alexandre d'Aphrodise, selon lequel les universaux correspondent à des natures définissables, inhérentes aux choses. Nous sommes capables d'extraire ces natures des choses, en conséquence de quoi ces natures deviennent des entités communes, des koinas, qui n'existent cependant que tant qu'il existe au moins un individu pour les matérialiser. Néanmoins, on peut affirmer cela, me semble-t-il, tout en restant agnostique par rapport à la question de savoir si, oui ou non, les genres et les espèces que nous concevons ainsi par un acte d'abstraction sont les seuls genres et espèces qui existent. En effet, que Porphyre soit au courant de l'existence d'un autre type de genre et d'espèces, c'est-à-dire peut-être les universalia ante rem, nous y reviendrons, mais qu'il les laisse de côté vraisemblablement car Aristote n'en traite pas dans le traité des catégories et qu'une telle doctrine est jugée trop profonde pour la compréhension des élèves débutants auxquels le traité est destiné. C'est ce que laisse entrevoir l'échange suivant entre l'élève et le maître, qui est notre texte 8. Et les substances secondes, que sont-elles au dire d'Aristote, demande l'étudiant. Eh bien, la réponse ce sont les genres et les espèces. L'étudiant revient à la charge. Est-ce que ce sont sans plus toutes les espèces et tous les genres, à la unhaplos pantata edekatagene? Et là, le maître répond, pas du tout, Oudamos. Il ne va pas plus loin, malheureusement pour nous. Mais, ce texte nous montre, il me semble, que le maître est au courant
de l'existence de genres et d'espèces autres que ceux qu'évoque Aristote dans les catégories. Mais il choisit de ne pas en parler, du moins pas dans le présent contexte. En effet, comme l'a récemment mis en lumière Christoph Helmy, il ne faudrait pas se laisser induire en erreur par le caractère délibérément élémentaire de l'isagogé et du petit commentaire par questions et réponses aux catégories. S'agissant d'un écrit dont le but est d'introduire les étudiants débutants au traité des catégories, Porphyre, ainsi que l'enseignement qui est son porte-parole dans le dialogue, préfère expliquer des problèmes posés par le texte aristotélicien à partir des présupposés philosophiques qui sont ceux du stagirite lui-même, ou tout au moins du stagirite tel que passé par le filtre d'Alexandre d'Aphrodise. Ainsi, tout comme il le fait dans l'Isagogé, nous l'avons vu, Porphyre laisse entendre que dans le petit commentaire par questions et réponses, il laissera de côté les questions qui, par leur profondeur, dépassent le niveau d'entendement de son public. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques jusqu'ici avant de passer au témoignage du commentaire Agedadium? Il faut rappeler pour la bibliographie, évidemment, on en a déjà discuté, que un des premiers à essayer de faire croire à un Porphyre aristotélicien, c'était Ebbesen, oui, qui dans sa grande étude sur les commentaires aux réfutations sophistiques essaie de plaider pour un Porphyre très très aristotélicien, et il va même jusqu'à dire qu'il n'y a aucune trace de métaphysique néoplatonicienne dans le petit commentaire, ce qui est démenti par nombre de passages. Et c'est un point de vue qui a été adopté par Lloyd dans son Anatomy of Neoplatonism. Mais je crois que l'idée là-dedans, c'est que le but de ces deux auteurs, anglo-saxons, par hasard, ils détestent tout ce qui est platonisme. Selon eux, le but de Porphyre aurait été de développer une logique exempte de toute présupposition métaphysique. Exactement. Mais alors, moi, le nombre de publications de Riccardo Caradonna, je pense, finit par réfuter ce point de vue. Je pense que l'idée qu'on puisse séparer la logique de la métaphysique, on peut le faire pour des raisons pédagogiques, mais qu'il n'y ait aucune connexion, je pense que ça ne serait pas venu à l'esprit d'un philosophe, et encore moins d'un philosophe néoplatoniste. Je voudrais faire une remarque, mais encore une fois, c'est historique. Je suis à peu près d'accord. Je suis d'accord avec toi sur la question de la mélancolie. Je pense que c'est quand même très difficile d'expliquer ce désir du suicide tout simplement par un désaccord théorique avec le maître, parce que donc à l'époque il y avait beaucoup d'autres problèmes qui se posaient dans l'école, le problème avec Amélius, mais aussi le problème avec Galien, c'est le moment où Galien est assassiné. Et donc, comme c'est lui qui appuyait, l'empereur qui appuyait l'école, ça pouvait poser beaucoup de problèmes. Cela dit, je reviens sur les traités sur les genres de lettres. Donc, on voit très bien à quel point Plotin refuse justement de considérer les catégories comme des recherches sur le discours ou sur les concepts, mais donc veut donner un fondement métaphysique. Et c'est quand même Porphyre qui donne le titre Les genres de lettres. C'est ça. Et deuxièmement, mais encore une fois, là c'est purement historique, quand Porphyre quitte l'école, il y a 45 traités qui sont écrits. Donc 21 avant qu'il n'arrive, 24 pendant qu'il est là. Et donc les traités sur les genres de lettres, c'est 42, 43, 44. C'est quand même troublant. Et je pense que c'est ça qui a amené Porphyre à écrire son article. Je ne sais pas si tu vois ce que... Parce que c'est vraiment les traités sur les genres de lettres sont écrits juste avant le départ de Porphyre. C'est ça. Oui.
Non, mais je pense que là, il me semble que ça me rappelle plutôt l'épisode de la mélancolie de Porphyre. Il y avait, je ne me souviens plus quel était le nom de ce lecteur du Phédon de Platon. Cléombrote. Voilà, Cléombrote. Qui, après avoir lu le Phédon, s'était précipité. C'est une épigramme de Callimaque. C'est ça. Voilà. Alors, précipité du toit de sa maison pour accélérer la séparation de l'âme et du corps. Voilà. C'est plutôt de ça que ça me rappelle. Hein. C'est parfaitement plausible qu'un jeune étudiant ait pu penser ça. Moi, je suis peut-être très naïf, mais ce texte. Bon, il y a un très bel article de Richard Goulet sur la mélancolie de Porphyre. Il a établi il a fait tout le dossier, hein, notamment jusqu'au commentaire d'un poème de Léopardi sur cette question. Hein. Richard a vraiment bien étudié tout ça. Mais quand on lit le texte, on n'a pas l'impression qu'il y ait spécialement un conflit entre Plotin et Porphyre. Il y a une marque de sollicitude de la part de Plotin, c'est-à-dire que si on le lit un peu simplement, je dirais, rien dans le texte ne laisse soupçonner qu'il y ait une tension entre les deux, donc ça va plutôt dans le sens d'une explication selon laquelle cette mélancolie pourrait avoir une autre raison qu'une discussion sur les... Parce que même dans l'Antiquité, même chez des néoplatoniciens, ça paraît quand même très étrange qu'on puisse avoir envie de se suicider à cause d'un différend spéculatif sur l'interprétation des catégories d'Aristote. Ça me semble peu plausible. Et ce texte-là, parce que quand même, Plotin passe devant sa maison, manifestement il s'intéresse à la situation de Porphyre, il formule un diagnostic, il lui donne le conseil de partir en voyage, Porphyre lui obéit. Quand on voit la succession des notations, on ne voit pas transparaître une tension particulière entre les deux personnages. Oh, évidemment, si Porphyre avait inventé tout l'épisode pour cacher les dissensions... Mais... Une question au fond. Toujours sur cette mélancolie de Porphyre, moi il y a une autre chose qui m'étonne dans ce conseil de la part de Plotin, parce que c'est pas étonnant de lui dire de voyager pour résoudre un problème de mélancolie. Alors que plusieurs fois dans les écrits de Plotin, c'est pas en changeant de place qu'on peut vraiment changer sa disposition. Mais si, en fait, c'est simplement une question, est-ce que c'est surprenant ce conseil ou pas de la part de Plotin? Je crois que dans l'article de Goulet, dans mon souvenir, il a trouvé des textes médicaux dans lesquels effectivement le voyage est une... Il faudrait revenir à cet article, mais je ne me rappelle plus. C'est dans Hermès, non? Je crois que oui. C'est dans la revue Hermès, dans les années 70 ou 80, l'article de Richard Goulet. Et il me semble bien qu'il a fait une recherche sur la littérature médicale, la mélancolie, les causes de la mélancolie et les remèdes. Mais je ne me rappelle plus d'avant. Je ne me rappelle pas d'avant. Voilà, il y a une petite question de traduction aussi, parce que j'ai remarqué, Luc, que quand tu as lu la traduction, tu l'avais traduit d'une autre façon. Le texte grec est apodémésas. Le texte grec est ce que conseille Plotin à Porphyre, c'est apodémé. Or, toi, tu l'avais traduit de ton allée. C'est-à-dire, fous le camp. Mais ça peut vouloir dire ça. Oui, ça peut vouloir dire ça. Mais où est-ce que ça veut dire partir en voyage? C'est ça. Aller au loin, plutôt. Ouais. Il y a un autre passage dans la vie de Plotin où il est question de l'antagonisme entre Porphyre et les autres membres de l'école, et la difficulté de Porphyre à faire admettre ses interprétations particulières. Oui. C'est peut-être ce relatif isolement intellectuel qui serait... Ça, c'était au tout début de son arrivée, qu'il y a eu, pour pouvoir être admis parmi le cercle intérieur de Porphyre, il a dû subir les réfutations d'Amélius, etc. Mais je ne sais pas si ça peut, par la suite, expliquer son état de dissension, je ne sais pas. Mais, tout ce que je sais, c'est que par la suite, évidemment, pour 30 ans plus tard, on s'est quand même consacré à l'édition de tous ces traités. S'il était tellement peu en accord avec les traités 601-3, il n'avait qu'à les laisser de côté. Il n'avait qu'à pas les éditer, mais il les a édités.
Bon, j'avais une autre question historique. Donc toi, tu crois qu'il est revenu à Rome et qu'il a repris plus ou moins l'école? Oui, je crois. On a des Parce témoignages. qu'il ne restait plus personne à l'école, je veux dire. Comment le sait-on? Même Amélius était parti. Oui, c'était pas parti. Oui. Et donc, si Amélius et Porphyre étaient partis, c'était deux gros morceaux. Hein. Oui, mais on sait que Eunape nous dit que Porphyre était revenu à Rome et qu'il a donné des discours d'apparat où il a expliqué les écrits de Plotin en tant comme une chaîne d'Hermès, avec une clarté époustouflante. Je ne sais pas, je ne mettrai pas ma main au feu, mais... Non, parce que c'est très important pour Chambly quand même. Ah oui. Parce que moi je pense que, enfin, je ne sais pas ce que Adrien Le Cerf en pense, mais je pense que Chambly est très peu sorti de son lieu d'Apamée. Bon, c'est le seul parce témoignage, que son à mon grec est avis. tellement mauvais, enfin, je veux dire. Ouais, je sais pas. À ma connaissance, il n'y a pas autre témoignage d'une présence de Jean Blake en Occident. En fait, on sait qu'il a marié son fils. Voilà, c'est ça. C'est dans la vie de C'est pour ça qu'on pense qu'il a été à Rome. C'est assez logique, en fait. Et donc, le témoignage qui veut qu'il ait été élève de Porphyre. Il n'a pas été élève de Porphyre en Syrie, bien sûr. Il a nécessairement été en Occident. C'est pour ça qu'on pense qu'il a été en Occident. Mais à notre connaissance, il n'y a pas... C'est une famille qui résidait à Rome, qui s'appelle de Jean. Non, oui, la belle famille de Jean. Enfin, on n'en sait rien. L'aristocratie de province. On ne sait rien de la belle famille de Jean Blic à part ça. On sait simplement qu'il a marié son fils Ariston à cette femme, le nom m'échappe, mais qui était une auditrice de Plotin. Mais comment est-ce qu'on est sûr que les noces ont été célébrées à Rome même et pas dans une ville provinciale où pouvaient résider des fonctionnaires ou en Africa? Alors il faudrait que cette jeune femme romaine ait été transvasée dans la province, y a rencontré Jean Blic et que Jean Blic a eu l'idée de la L'Africa est une province où les grandes familles romaines ont été très installées. Une province historique. Là, ça vaudrait la peine d'interroger des historiens ou des épigraphistes sur justement la mobilité des élites, parce que est-il possible, plausible, je n'ai pas la moindre idée, effectivement, que par le biais d'affectation dans militaire ou administrative, une famille soit transposée? À vrai dire, l'histoire moderne laisse penser que c'est possible, mais est-ce que dans l'Antiquité c'était... Philippe l'Africa est une famille où les très grandes familles romaines sont installées. Vous savez, à chaque fois qu'on a des chroniques de sécession de l'Africa, ce sont des sécessions légitimistes, pro-sénatoriales. Donc, ces grandes familles sont aussi très installées en province, pas nécessairement. C'est l'origine, leur fortune. C'est pas la même époque, mais on sait que la famille des Hérodes avait leur pied-à-terre à Rome, tout en résidant en Galilée. Oui, c'est pas du tout la même époque. Non, mais la fortune des grandes familles sénatoriales sont en province, avec effectivement cette double résidence qui est caractéristique, qu'on retrouve ensuite dans la suite de l'histoire. Il y a un point de sociologie de l'Empire romain qui, à mon avis, mériterait d'être... Oui, mais ça c'est assez clair, mais Philippe. clair, Ça. Ah oui. Ben, comme dans la France d'Ancien Régime. En sachant que l'Africa est vraiment une terre... sénatoriale au sens fort du terme. Pour revenir à Porphyre, quels étaient les... Je ne me rappelle plus, je devrais le savoir pour avoir lu votre thèse, mais quels étaient les arguments
qui vous conduisait à penser que Porphyre ait pu enseigner à Rome. Donc il serait parti en Sicile et puis il aurait fait, c'est pas très loin, vous me direz, il était dans la région de Lilybée, hein, il était à l'ouest de la Sicile. Il faisait des allers-retours. Quels sont les documents? C'est principalement le témoignage de Naples. C'est pas à partir de Naples, d'accord. Oui, oui. Et puis l'autre idée, c'est simplement, c'est qu'il a eu des élèves. Oui. On imagine difficilement que Jamblique ou que Théodore d'Aciné aient voyagé en Sicile sans qu'on en ait aucun autre témoignage. Alors, voilà, c'est à peu près ça. Et puis le fait que là, on a eu en Italie, dans la région romaine, pas très longtemps après la mort de Porphyre, on a quand même ce groupe de penseurs très influencés par la pensée porphyrienne, que Arnaud connaît sous le nom des Viri Novi, qu'Augustin connaît, rencontre, avec lequel il correspond, et tout ça ça se passe en Italie. Alors, je voulais vous poser une autre question à propos sur cette question massive du rapport de Porphyre à Plotin, parce qu'on a effectivement le courant des commentaires aux catégories où la position de Porphyre reprise par Jamblique semble être de plaider pour Aristote contre les objections de Plotin. Par ailleurs, comme vous l'avez dit, Porphyre n'a pas rechigné à tout éditer et c'est même lui qui probablement a mis le titre Periton Tuantos. Mais c'est intéressant. Il y a un autre élément du dossier qui me trouble, qui a été étudié à peu près dans les mêmes années par Hadot et Aubinck, qui est ce que nous avons du commentaire de Porphyre sur Métaphysique Lambda, avec une tentative manifestement de réconcilier Plotin et Aristote, à partir d'une conception, disons, généalogique et processionniste, disons, de la série des Usiae. Alors, est-ce qu'on a une idée chronologiquement de la manière, de la position de ce commentaire, enfin dont il ne nous reste que peu de choses, par rapport au dossier des catégories, parce qu'il semble bien que ça procède non pas d'une volonté de contredire Plotin, mais d'une volonté d'harmoniser Plotin et Aristote, ce qui psychologiquement n'est pas la même chose. Hein. N'est pas la même chose, alors, mais je ne pense pas que ça soit incompatible non plus. Si par exemple, moi mon idée c'est que déjà peut-être en Sicile, et sinon peut-être à Rome, Porphyre a quand même esquissé, sinon complètement développer le curriculum néoplatonicien des études d'Aristote. Alors là, il faut qu'il justifie d'une part l'étude des catégories, et pour cela, il faut qu'il neutralise plus ou moins les objections de Plotin, mais s'il va inclure aussi le livre lambda, rien ne l'empêche de dire que quand même, que ça ne contredit pas Plotin non plus. C'est un autre volet, si vous voulez, un autre aspect de son souci d'harmoniser. Parce que quand même, sur la question de la substance, dans mon souvenir, si je me rappelle les études de Aubinck et Hadot, l'idée est quand même d'utiliser le schème généalogique pour décrire une continuité de la substance à travers ses différents niveaux. Et ceci n'est pas compatible avec l'argument critique du traité 42, dans lequel, alors évidemment, pour Plotin, il y a une pure homonymie entre la substance intelligible. Oui. Alors est-ce que ça voudrait dire que le commentaire sur Lambda tentait de trouver une solution à une difficulté posée par le traité de Plotin? Est-ce que vous avez une opinion sur le rapport entre ce texte, n'est-ce pas, qui dans mon souvenir est transmis par Dexippe? Oui. C'est dans le commentaire de Dexippe que nous avons le témoignage sur la tentative d'harmonisation entre Plotin et Aristote. Vous n'avez pas d'idée, on peut
ne peut pas savoir. Et étant donné que c'est le seul témoignage, c'est ce commentaire. C'est difficile. Il est concevable même que ça ne faisait pas du tout partie d'un commentaire sur la métaphysique. Mais pourquoi ce ne serait pas l'Agedalium? Voilà, c'est ça. J'ai jamais très bien compris pour quelle raison on considérait que... Je crois d'ailleurs qu'Aubin est plus prudent que Hadot à ce sujet. Hein. Il examine plutôt l'argument en soi, en quelque sorte. Et, bon, enfin... Bon, alors, je croyais avoir une réponse, mais... N'en ai pas. J'en suis désolé. Bon, nous allons reprendre la deuxième partie. Oui, on va reprendre. Donc, et on va commencer par étudier le témoignage justement de l'Agedalium. Or, la situation se complique un peu si on prend en considération un autre témoignage de Porphyre, tiré cette fois de son commentaire perdu Agedalium. Il s'agit du fragment numéro 56 dans la collection d'Andrew Smith, un des fragments de Porphyre, et ça tourne autour de la question suivante. Lorsque, dans la phrase « Socrate est un animal », je pratique animal de Socrate, de quel animal s'agit-il? Alors là, c'est votre texte 9. Porphyre dit que la conception de l'animal est double. D'une part, il y a la conception d'un animal coordonné, katatetagmenon, de l'autre, celle de l'animal non coordonné, akatatakton. C'est donc le non coordonné qui est prédiqué du coordonné, et c'est par cela qu'il en est différent. Or, il faut qu'il y ait différence parce que Aristote dit que le sujet doit être différent du prédicat, la catégorie 3. Il dit que une chose est prédiquée d'autre chose. C'est le commentaire du hétéron. C'est ça, exactement. Et alors donc on a, comme je l'ai indiqué, on a en bas du texte 9, on a animal akatokton prédiqué de animal katatetagmenon. C'est-à-dire que l'animal katatetagmenon est l'animal akatatakton. Donc, l'animal coordonné, l'animal katatetagmenon, sujet de la prédication, est selon toute vraisemblance la forme située dans la matière, en grec le enulon eidos, c'est-à-dire la forme animale qui est inhérente en Socrate et qui en constitue son essence. Et là, dans votre texte 10, nous avons ce que je crois est un fragment de l'Agedalium qui est non relevé par Smith, mais qui est reproduit aussi bien par Dexit que par Simplicius. Nous disons que les espèces coordonnées, et des katatartenta, sont des individus concrets tabetena. Donc là, je pense que, autrement dit, c'est que Socrate est un eidos katatarten. Nous tous, nous sommes des formes coordonnées, c'est-à-dire que nous sommes des formes qui ont été insérées dans la matière. Mais, qu'est-ce que peut bien être la forme animale incoordonnée, la forme akatatoctone, qui représenterait le prédicat dans l'affirmation « Socrate est un animal ». On peut identifier deux principales réponses à cette interrogation parmi les chercheurs modernes. Pour les uns, et là il s'agit de l'interprétation de A.C. Lloyd, de Sten Ebbison et de Riccardo Caradonna, c'est la forme donc largement majoritaire aujourd'hui, la forme incoordonnée serait un concept obtenu par abstraction à partir de ces instantiations particulières, ou même, selon Caradonna, à partir d'une seule instantiation. Je vois mal comment ça peut arriver, moi, mais c'est-à-dire qu'en voyant un cheval une seule fois, j'en abstrairai la forme.
peut-être, mais j'ai du mal. Tandis que pour d'autres, dont le représentant le plus éminent est Pierre Hadot, il s'agirait, dans le cas de la forme incoordonnée, de la forme transcendante, c'est-à-dire le cheval en soi, l'homme en soi. On sait que dans le néoplatonisme tardif, plus tardif de toute façon que Porphyre, on distinguait 3 sortes d'universels. Là, c'est votre texte 11, plutôt en table. On a tout d'abord l'universel antérieur aux choses, en grec proton polon, en latin anterem, dont l'étude correspond à la métaphysique et à la théologie. Il s'agit des formes séparées platoniciennes. On a d'autre part l'universel dans les choses, entois polois ou in re, dont s'occupe la physique. Et là, il s'agit des formes, des enuloi edoi, des formes incorporelles. Finalement, on a l'universel après les choses, epitois polois ou post rem, qui se constitue dans nos conceptions grâce à un processus d'abstraction et que prend pour objet la logique. Dans la tradition des commentateurs sur l'organon tardif, on dit que, par exemple, dans l'Isagogé, Porphyre parle de cette troisième variété d'universel ontal, si on veut, conceptuel. Dans la tradition grecque des commentateurs de l'organon, cette dernière sorte d'universel est désignée comme hysterogenes, c'est-à-dire dernier né, et enoematikos, conceptuel, précisément parce qu'elle est formée par l'esprit humain grâce à ce processus d'abstraction et n'a pas d'existence en dehors de l'esprit humain. Dans la tradition des commentateurs néoplatoniciens, on n'hésite pas à identifier ce troisième type d'universel avec l'universel péripatéticien. C'est notamment selon ces commentateurs à cette sorte d'universel conceptuel que se limite l'enseignement de Porphyre dans l'Isagogé, traité qui est censé fournir une introduction à la logique péripatéticienne. Alors pour la plupart par exemple pour un Ammonius qui commente l'Isagogé, il va dire Porphyre n'y exprime pas son propre point de vue, mais il exprime le point de vue péripatéticien. Or, est-ce qu'une telle doctrine, c'est-à-dire la doctrine du triperie universel, une caractéristique du néoplatonisme tardif, pu se trouver déjà, au moins in nuce, chez Porphyre? Si c'était le cas, ce que Porphyre affirmerait dans le fragment 56 Smith que nous venons de voir, c'est que la proposition « Socrate est un animal » prédique la forme transcendante de l'homme de la forme immanente de l'homme. C'est-à-dire que la forme immanente est la forme transcendante de l'homme. J'aimerais maintenant me concentrer sur le point de vue de l'un des plus illustres connaisseurs de la pensée de Plotin et de Porphyre, c'est Riccardo Caradonna. Ce que je retiens de ses multiples publications sur ce sujet est grosso modo le suivant. Dans son petit commentaire par questions et réponses, ainsi que dans d'autres ouvrages, Porphyre présente le prédicat universel et synonyme comme un concept post-rem, plus exactement comme une abstraction faite à partir de la forme immanente. Or, Riccardo Caradonna ne voit pas comment Porphyre aurait pu présenter dans son commentaire à Guédalios une doctrine complètement différente, en identifiant le prédicat universel à la forme intelligible, comme l'avait soutenu par exemple Pierre Hadot. Qui plus est, Riccardo Caradonna ne voit pas non plus comment Porphyre aurait pu présenter la forme anterem, l'universel transcendant, comme prédicat synonyme de ces instanciations sensibles et particulières. Toute référence aux intelligibles est exclue en tant que ceux-ci dépassent le cadre de la prédication et des catégories. Ce sont les incorporels physiques
c'est-à-dire les formes situées dans la matière, qui constituent, selon Keradonin, le corrélat des universaux tels que les genres et les espèces. Pour Porphyre, donc, dans l'interprétation de Ricardo Keradonin, la prédication reflèterait la relation entre un particulier sensible et sa forme abstraite et conceptuelle. Examinons ces points à tour de rôle. Il est vrai, comme nous l'avons vu, que le petit commentaire par questions et réponses contient des passages où les genres et les espèces sont présentés comme des concepts auxquels on arrive par un processus d'abstraction. Mais, comme nous l'avons vu aussi, et comme le signale lui-même Ricardo Keradonin, et je le cite, l'isagogé et le petit commentaire sur les catégories sont des exposés partiels et introductoires de doctrines dont la présentation complète est à trouver ailleurs. La présentation qu'on y trouve des formes comme des abstractions peut donc n'être qu'une partie d'une vérité plus complexe. Reste à savoir quelle est la doctrine en question. Quant à l'étrangeté qu'il y aurait à ce que Porphyre exprime des avis différents dans ces deux commentaires sur les catégories, il n'y a vraiment pas là de quoi s'étonner, à mon avis. En effet, on note plusieurs divergences doctrinales entre les deux commentaires, comme Keradonin lui-même, la forme est fort bien mise en évidence. Par exemple, selon Simplicius, dans l'Adgedalium, selon Porphyre, dans l'Adgedalium, le discours intérieur est une qualifiée, tandis que dans le petit commentaire, il est décrit soit comme une activité, une énergia, soit comme une pathos de la pensée discursive. Alors c'est intéressant que Simplicius, dans son commentaire sur les catégories, attribue cette seconde alternative à Jamblique. Ce qui, avec d'autres témoignages qui vont dans ce sens, m'ont induit à penser que Simplicius ne connaît le petit commentaire par questions et réponses qu'à travers l'intermédiaire de Jamblique. D'autres différences sont plus mineures. Dans le petit commentaire, comme le souligne Simplicius, Porphyre soutient que le pédalion, le pied d'un navire, se dit par métaphore, tandis que dans l'Adgedalium, il affirme que c'est un cas non pas de métaphore mais d'homonymie, et j'en passe. Mais si l'on veut un exemple d'un texte qui est défini de façon plus ou moins simple, métaphysiquement neutre dans le petit commentaire, et qui reçoit un traitement d'ordre plus métaphysique dans l'Adgedalium, on peut se rapporter au fragment qui est votre texte 2, à 12, excusez-moi. Porphyre, pour sa part, voulant défendre l'ordre des catégories qui est celui d'Aristote, dit que le qualifié, topoion, a son origine dans le concours, le synodos, du quantifié, toposon, avec le relatif, prosité. Or, même si, comme souvent, ce fragment n'est pas complètement clair, étant donné le manque de contexte, on peut l'interpréter, me semble-t-il, comme décrivant une genèse ontologique des catégories par un processus de dérivation, où le quantifié, toposon, s'associe au relatif, prosti, pour donner naissance au qualifié, topoion. Bon, ce genre de considération est bien entendu complètement absent du petit commentaire par questions et réponses. La dernière objection de Ricardo Keradonin est, me semble-t-il, la plus pertinente. Est-il concevable que Porphyre ait soutenu dans l'Adgedalium que dans l'énoncé « Socrate est un homme », ce qui est prédiqué de Socrate, c'est la forme transcendantale, ante rem? Ma réponse est oui, même si, étant donné l'état lacunaire de notre documentation, on ne peut être complètement certain de ce qu'il a bien pu vouloir dire par là. Or,
Ricardo Caradonna a attiré notre attention sur le témoignage de Jamblique qui, chez Simplicius, suit immédiatement la citation du fragment 56 de l'Agedalium de Porphyre. Il s'agit de votre texte 13. Alors, Jamblique dit, immédiatement après Simplicius cite Jamblique, immédiatement après avoir cité l'Agedalium de Porphyre, ce ne sont pas les genres qui sont prédiqués des sujets, mais d'autres choses par l'intermédiaire de ces genres. En effet, lorsque nous disons que Socrate est un homme, nous ne disons pas de lui qu'il est l'homme générique, genikon, genikos, mais qu'il participe de l'homme générique. Or, il me semble là que si cette citation de Jamblique suivait déjà immédiatement dans le commentaire des catégories de Jamblique, qui aurait cité Porphyre, c'est Jamblique qui est en train de répondre contre quelqu'un qui avait bel et bien soutenu que dans la prédication Socrate est un homme, nous affirmons que Socrate est l'homme générique. Parce que c'est ce que nie Jamblique. Il dit que non, c'est pas le cas. Tout cela dans un sens qui resterait à préciser. Étant donné le contexte, on voit mal qui aurait été la personne en question si ce n'est pas Porphyre dans le fragment de l'Agedalium que Jamblique vient de citer. La thèse à laquelle Jamblique réagissait, c'est donc exactement la position de Porphyre lorsque celui soutenait que dans l'affirmation Socrate est un homme, nous prédiquons la forme transcendante homme avec H majuscule de la forme immanente à la matière qu'est Socrate. Qu'est-ce que Porphyre a voulu dire par là? Étant donné les maigres fragments qui nous restent du grand commentaire Agedalios, toute réponse à cette question doit rester hypothétique et donc sujette à caution. Sans doute Porphyre s'en est-il expliqué dans des passages aujourd'hui perdus de son grand commentaire ou dans d'autres écrits. Or, Caradonna, en 2007, a fait l'hypothèse selon laquelle pour Jamblique, la prédication synonyme serait une manière impropre d'expliquer la participation des êtres corporels à leur forme transcendante. Selon lui, je cite Caradonna, la formule suggère que la prédication se rapporte à proprement parler à la participation des êtres corporels à leur forme intelligible. Socrate est un homme serait donc une manière inadéquate d'exprimer le fait que le Socrate corporel participe à la forme transcendante de l'homme. Or, contrairement à Ricardo Caradonna, je ne vois rien qui nous empêche d'attribuer une telle doctrine déjà à Porphyre. Il est vrai que dans ses commentaires introductifs, Isagoge, le petit commentaire par questions et réponses, Porphyre se garde bien d'énoncer une telle théorie qui ne ferait que semer la confusion dans les esprits des auditeurs qui ne font que commencer leurs études de philosophie et auxquels il s'agit de faciliter l'apprentissage de la pensée logique d'Aristote et non pas sa pensée métaphysique. Mais rien ne nous empêche non plus de supposer que dans son grand commentaire, Porphyre ait voulu révéler le sens métaphysique de la prédication. L'affirmation « Socrate est un homme » indiquerait la participation de Socrate en tant que forme immanente de l'homme à la forme transcendante de l'homme. En d'autres termes, pour Porphyre, la question de la prédication aura représenté un autre aspect de l'harmonie entre Platon et Aristote. Il serait loisible d'envisager la prédication de deux points de vue complémentaires plutôt que contradictoires. Tout d'abord, dans une perspective aristotélicienne, où l'affirmation « Socrate est un homme » peut être envisagée comme signifiant de l'individu Socrate et prédiquer le concept homme, concept formé par abstraction à partir de ces exemplaires individuels. Mais on peut, dans un deuxième temps, et peut-être à une étape plus avancée de l'éducation philosophique, on peut aussi interpréter cette même affirmation,
cette fois dans une perspective platonicienne, comme signifiant de Socrate en tant que forme immanente à la matière, in re, et prédiquer l'homme, forme transcendante, inter rem. Il ne s'agira certainement pas d'une prédication synonyme, mais Porphyre n'affirme nulle part la synonymie d'une telle prédication. Bien au contraire, Porphyre aura sans doute expliqué que dans l'affirmation Socrate est un homme, le prédicat est doit s'interpréter comme signifiant dérive de, au sens attesté ailleurs chez Porphyre de la dérivation à partir de l'un, aphénos. Et c'est là, je crois, Philippe, c'est une trace de la doctrine du soi-disant commentaire sur lambda, où la dérivation péripatéticienne aphénos keprochen est censée donner et fournir le modèle de l'émanation de la dérivation néoplatonicienne. Je peux vous poser une question? Moi, je suis assez convaincu par votre interprétation et par l'idée qu'il n'y a pas de... C'est-à-dire que le point de vue du petit commentaire est compatible avec ce qu'on trouve chez Simplicius. Est-ce qu'on n'aurait pas un argument supplémentaire à partir quand même de la définition du scopos des catégories dont Simplicius nous dit qu'il a été partagé par Porphyre et par les autres. C'est-à-dire que le scopos consiste à dire que les catégories portent sur les mots simples qui signifient les réalités simples, dia meson noematon, par la médiation des notions simples qui sont dans l'âme. Et finalement, en vous écoutant, je me disais que la prédication notionnelle, enfin celle qui est décrite, tokoinos, catégoroumenon, celle qui est décrite avec précision dans le petit commentaire, correspond finalement au niveau de la médiation des notions qui sont dans l'âme, et que du coup la continuité est établie avec une prédication plus fondamentale qui coïncide avec la participation aux formes transcendantes. Tout à fait. Je pense que j'ai l'impression que ça doit être ça le sens de la doctrine. Et c'est assez cohérent. D'autre part, on a du mal à imaginer qu'il y ait eu des moments où Porphyre n'avait pas en tête quand même cette liaison entre prédication et participation qui me semble être quand même une sorte de bien commun de la tradition platonicienne. Enfin, Luc est plus compétent que moi à ce sujet, mais il me semble que ça fait partie d'un noyau doctrinal assez stable dans la pensée platonicienne, cette liaison entre les deux termes. Oui. On va en parler dans un moment, mais moi, il me semble qu'un problème avec l'interprétation de Riccardo Caradonna et d'autres qui font de Porphyre une espèce d'épigone d'Alexandre d'Aphrodise et rien de plus, c'est justement comment est-ce qu'on arrive de là à réconcilier ce point de vue avec le néoplatonisme. Si tout ce que je fais quand je prédique, c'est que je prédique la forme que j'ai abstrait, de ce que j'ai devant les yeux, il me semble que c'est là où s'arrête l'histoire. C'est une explication purement psychologique de ce processus et il n'y a plus rien à dire. Tandis que si, dans une manière que je vais essayer de préciser tout à l'heure, cette forme abstraite, la fonction de cette forme abstraite est de mettre en branle les ennoyai que nous avons à l'intérieur et qui sont des vestiges de notre expérience pré-incarnée, alors là, cette abstraction ferait partie d'un processus qui mènerait à l'ascension vers l'intelligible. Et quand même, c'est de ça qu'il s'agit pour Porphyre. Comme nous le dit le titre de ses sentences, les aphormae prostonoeton, les points de départ vers l'intelligible. Moi, je pense qu'effectivement, c'est là le point de contact entre la gnoséologie de tradition aristotélicienne et le néoplatonisme. Mais Christophe Helmich n'est pas tout à fait d'accord, n'est-ce pas? Mais moi, j'avoue que ça me semble quand même, sur la base des textes, quelque chose d'assez plausible. C'est-à-dire que l'opération d'abstraction, en quelque sorte,
active. Hein, comme vous le dites, ça met en branle, ça active des éléments innés, hein, qui eux-mêmes sont des notions, qui sont des images, des réalités transcendantes. Et on a une sorte, en langage contemporain, on dirait d'un phénomène d'interface, hein, entre ce qui vient du bas par l'abstraction et ce qui vient du haut par le fait que ces notions, au fond, Mfuta, sont ontologiquement les dernières images, les dernières traces des réalités transcendantes, qui sont quelque chose qui un peu cousine des Aïdé Psychica du néoplatonisme tardif. Enfin, mais la vérité sera en quelque sorte l'homognosis entre ces deux niveaux. Un élément de contact, hein, je pense, c'est ça. Mais c'est une affaire compliquée parce que cette représentation que j'ai défendue, je sais que Christophe Helmich est d'accord et pas d'accord. Enfin, je veux dire, c'est. Mais il faudrait que je prenne le temps de regarder ça de plus près. En scolastique, il y a une règle qui dit que ce qui est abstrait n'est jamais faux. Ce qui veut dire que l'abstraction n'est pas le lieu de la vérité, mais que le lieu de la vérité, c'est le lieu d'une convenance, hein, comme disent les scolastiques latins, entre ce qui est abstrait et puis effectivement les schèmes, les énouillailles que vous évoquiez, les spéciès mentales. Dans cette perspective, je dirais que la vérité, elle se situe du côté des images psychiques qui procèdent des pragmata transcendants. C'est la vérité au sens logique, hein, pas au sens métaphysique. Oui. S'il est vrai que la vérité, dans ces traditions-là, ce sont des processus d'homognosis, de convenance, ça serait la convenance entre ces deux niveaux. C'est ce que je pense. On en a discuté jadis. Parce qu'il faut bien qu'il y ait une place pour la vérité dans ce cadre-là. Là, ce qu'il faudrait ajouter, c'est que toutes les discussions dont tu parles avec Caradonna, Helmich et Adamson proviennent d'une orientation d'interprétation de l'Antiquité qui est très générale. C'est-à-dire que tout ce qui dépasse le prédicat, le concept, est considéré comme métaphorique ou mythique. Et par voie de conséquence, il faut essayer de ramener Porphyre donc, à une interprétation orthodoxe des catégories. C'est ce que je crois. Et je pense que l'argument du fort pour ton interprétation, ça reste les saformailles. Parce que si autrement, on ne comprendrait pas. Je veux dire. Bon, je passe rapidement à la conclusion qui va redire un certain nombre de choses qu'on vient de dire là. Mais je suis donc tout à fait d'accord avec Riccardo Caradonna lorsqu'il affirme que l'Isergogé et le petit commentaire aux catégories par questions et réponses ne présentent pas la doctrine porphyrienne de la prédication sous sa forme complète et achevée. Ces deux ouvrages ne font que présenter la doctrine péripatéticienne de la prédication à des étudiants débutants. Mais, tandis que Riccardo Caradonna pense que la doctrine pleinement développée de Porphyre représente une sorte de conceptualisme qui se rapproche de très près à celle d'Alexandre d'Aphrodise, je persiste à croire, pour ma part, que dans son grand commentaire perdu ad Gedalium, Porphyre soutenait une doctrine où il était question du rapport entre l'acte de prédication et les formes des idées ante rem. En effet, dans la doctrine porphyrienne telle que présentée par Riccardo Caradonna, on voit mal comment l'apprenti philosophe pourrait jamais accéder à une intuition des formes transcendantes, dont Porphyre, en tant que philosophe néoplatonicien, soutient quand même l'existence. Si la forme homme que je prédique de Socrate n'est que le concept que j'ai extrait de plusieurs hommes, ou même d'un seul, dont j'ai eu la perception sensible, quel est le rapport entre ce concept et la forme transcendante de l'homme? Comment s'effectue, dans ces circonstances, l'ascension prônée par Biotime, non le banquet de Platon,
depuis la beauté sensible jusqu'à la beauté en soi. Il me semble que la doctrine de Porphyre à ce sujet était plus ou moins la suivante. Il est vrai que nous obtenons la forme homme par abstraction à partir de ses instanciations particulières. Mais ce n'est là que le début du parcours. En dépliant la forme de ces accrétions matérielles, et c'est ça l'abstraction, nous la restituons à son état originel incorporel. Mais, en même temps, nous mettons en branle l'anoïa, la notion innée de l'homme, qui est un vestige de la forme de l'homme que notre âme a contemplé lorsqu'elle accompagnait les chariots des dieux dans leur cortège dans le Phèdre. Comme nous lisons dans d'autres ouvrages de Porphyre, c'est cette enoïa qui nous sert de tremplin pour nous élever vers la contemplation des formes ou idées transcendantes. Par exemple, c'est votre dernier texte, le numéro 14, tiré de la Merkelam. Tu peux rassembler et unifier tes notions d'idées, tas imputus enoias, en t'efforçant d'organiser leur confusion et de tirer à la lumière leurs ténèbres. Elles ont servi de tremplin au divin Platon pour nous rappeler des sensibles aux intelligibles. Pour Porphyre, donc, la doctrine de la forme, comme abstraite à partir des particuliers, n'était en effet qu'une partie de la vérité. L'autre partie qu'il aurait peut-être exposée dans la Guédalium et dans d'autres écrits perdus consistait dans une doctrine de la prédication qui prenait en compte la dérivation de la forme abstraite, ostrem, à partir de la forme immanente, imre, ainsi que de la dérivation de cette dernière à partir de la forme transcendante, ante rem. Comme nous l'apprenons dans l'excursus épistémologique du commentaire de Porphyre sur l'harmonique de Ptolémée, le processus de perception a lieu lorsque l'appréhension, l'antilepsis, reçoit la forme qui est dans la matière, là où le démiurge l'a placée. Cette appréhension introduit la forme dans l'âme humaine. La forme est ensuite transmise à l'opinion, à la eutolepsis, qui l'inscrit dans l'âme comme sur une sorte de tablette. Ensuite, cette forme est transférée à l'imagination, à la fantasia, qui vérifie que la représentation mentale correspond à l'aspect de la chose extérieure. C'est à cette étape que la représentation de la chose extérieure est organisée dans l'esprit sous la forme de concept d'anoïa. Enfin, à partir de l'anoïa, c'est la science, l'épistémé qui survient, menant à l'intellect, au nous et à l'être véritable. Un peu plus loin, Porphyre poursuit en parlant du processus par lequel celui qui possède désormais l'anoïa l'ajuste aux formes paradigmatiques. C'est-à-dire, il compare ce concept, formé au moyen de l'abstraction, à partir des choses sensibles, aux formes platoniciennes, ou plutôt leurs images, dont il a reçu la vision et les empreintes au cours de son existence prématérielle. Ce n'est là évidemment que de la spéculation, car ce qui nous reste du commentaire sur les catégories à Guédalium ne nous transmet pas de témoignages clairs sur la manière exacte dont Porphyre aura essayé d'harmoniser l'abstractionnisme péripatéticien avec la doctrine platonicienne des formes séparées. Mais la reconstruction que je vous ai présentée a le mérite, je crois, d'attribuer à Porphyre, qui, d'une part, reste proche d'Alexandre d'Aphrodite dans son épistémologie, mais de l'autre, permet de comprendre comment Porphyre a quand même pu rester fidèle à la métaphysique néoplatonicienne, tout en la combinant avec une épistémologie péripatéticienne. Je vous remercie. Alors, ça voudrait dire que, parce que là, ce que vous proposez, c'est vraiment ce que l'on voit, à mon avis, assez clairement chez les derniers auteurs néoplatoniciens, depuis Hermias jusqu'à Simplicius.
ça voudrait dire qu'il y a là le point d'origine d'une doctrine très nette. J'ai le souvenir d'un commentaire de Damasius, alors est-ce que c'est le commentaire au Phédon peut-être, où il emploie le verbe hérétizein pour signifier l'activation des notions innées, des notions transcendantes, sous l'effet des notions qui sont construites par abstraction. Je pourrais vous redonner la référence, c'est assez intéressant. Et alors il y a une chose que vous n'avez pas mentionnée. Moi je pense que dans cette affaire-là, il y a aussi une réinterprétation de la doctrine de la réminiscence. C'est-à-dire que la réminiscence ne consiste plus en un saut d'une réalité sensible à la forme intelligible, mais en réalité la réminiscence s'effectue à partir de la notion abstraite. C'est la constitution de la notion abstraite qui déclenche en quelque sorte, et cette jonction avec la notion a priori, enfin je ne sais pas trop comment l'appeler, elle est de l'ordre de la réminiscence. Et là on a un parallèle, je crois, avec l'idée de la sémantique, c'est-à-dire que là aussi on a un process à 3 étapes qui passe précisément, comme terme médiane, par des notions. Oui, matin. Alors il y a un autre élément là-dedans qui est d'ordre linguistique. C'est la superposition dans la linguistique néoplatonicienne entre le sémaïnoménon et d'autre part la notion qui est dans l'âme. C'est-à-dire qu'il y a comment dirais-je, une adéquation stricte, quasiment une identité entre la notion linguistique de signifier et d'autre part la réalité psychologique de la notion, ce qui explique à mon avis l'importance des exercices spirituels de clarification de notions que l'on trouve par exemple chez Simplicius, ce qui explique que l'élucidation d'une notion, c'est tout l'objet du commentaire sur les catégories, pour Simplicius par exemple, élucider chacune des 10 notions, l'élucidation de la notion a un effet anagogique et permet de remonter jusqu'aux réalités elles-mêmes. C'est un petit peu ce qui est suggéré dans la prière finale du commentaire aux catégories. Oui. Donc là il y a un nœud de questions et de thèmes qui est vraiment extrêmement riche. Des questions, d'autres remarques, observations? Adrien, tu as toi-même réfléchi sur le akatatacton et katatetagmenon. Oui, moi j'y voyais effectivement une sorte de préfiguration de à partir de Jamblique, on a une scission très nette entre l'universel ou l'idée et les instantiations particulières. On fait une sorte de... Il y a une sorte de gouffre entre les deux en fait. Les particuliers, les individus expriment quelque chose de l'universel sans doute, mais ça n'est jamais total. Il y a toujours une différence radicale à la base. Et cette idée de tatatacton, du coup, ça m'évoquait des idées du même ordre. Il y a aussi la question, mais là ça nous emmènerait dans un tout autre domaine du premier principe, puisque alors là c'est un peu l'inverse, puisqu'on a accusé Porphyre d'avoir considéré le tout premier principe, le père, comme katatetagmenon, justement, comme coordonné à l'intelligible. Enfin, ce sont des catégories et des débats qui se mettent en place à ce moment-là, et donc plutôt entre Porphyre et Jamblique qu'avec Plotin, en fait, qui n'emploie pas ce vocabulaire-là. Oui, quant à savoir quelle est la vérité dans tout ce débat, moi je serais plutôt d'accord avec vous. Et je pense aussi, comme l'a dit Luc Brisson, qu'il faut chercher la vérité dans les sentences, effectivement. Enfin, il y a des choses dans les sentences qui sont de façon absolument obvie platonicienne, certainement pas aristotélicienne. Et alors les notions vraiment des emphutoi en noiai, les logoi qui sont contenus dans l'âme,
On trouve dans les sentences le vocabulaire de la provocation, les sensibles provoquent l'âme, donc avec quelque chose qui sera plutôt de l'ordre de la réminiscence. Et puis, alors ça c'est des choses sur lesquelles je travaille en ce moment pour un article, mais il y a une théorie de la sensation qui est pratiquement, à mon avis, idéaliste en fait, au sens où ce que l'âme perçoit dans les objets, ce ne sont pas tant les objets qu'elle-même. Oui. Il y a un beau texte là-dessus, un témoignage de Némésius que je peux peut-être lire, il fait seulement 5 lignes. Donc Némésius d'Émèse, l'auteur des Natura Hominis. Porphyre, sur la sensation, dit que la cause de la vision n'est ni un cône, ni un simulacre, ni quoi que ce soit, sinon l'âme elle-même qui, en rencontrant les objets de vision, s'y reconnaît elle-même. Parce qu'elle est ces objets, du fait que l'âme concentre l'ensemble des êtres. Et si l'âme est tout, c'est parce qu'elle concentre la variété des corps. Il prétend en effet qu'il n'y a qu'une seule âme rationnelle de toute chose, et pour cette raison, il est logique qu'elle se connaisse elle-même dans tous les êtres. Alors ça, c'est évidemment du platonisme, ça n'a rien à voir avec Aristote. Oui. C'est l'idée que voilà, l'âme étant de nature intelligible, elle possède par homologie l'ensemble des choses. De même que l'intellect les possède à un degré encore supérieur. Et donc là, il n'y a pas du tout d'idée d'abstraction en fait. Les objets réels, les objets extérieurs provoquent l'âme à se souvenir peut-être, mais il n'y a évidemment pas l'idée que la rencontre avec les objets sensibles causerait la formation d'un concept dans l'âme. C'est tout l'inverse. Si on considère, Michael, et je pense que votre thèse est tout à fait justifiée, que l'intérêt de Porphyre, c'est cette opération de synthèse entre Platon et Aristote, c'est une figure vraiment importante de votre hypothèse est la seule viable. Elle est vérifiée par le fait que, effectivement, tout ce travail de synthèse se retrouve au Moyen-Âge, se retrouve à la Renaissance, et on retrouve à chaque fois ce modèle-là. C'est chez saint Thomas, dans la théorie de l'art, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, c'est exactement le même modèle, et on voit bien, effectivement, que c'est un modèle qui est très opératoire. Alors, il y a un point d'ordre linguistique. Je ne sais pas si... il me semble bien que Hadot l'a souligné, mais je ne suis pas tout à fait sûr. C'est que katatatein est un verbe qui comment dirais-je, comporte une métaphore spatiale. Kata, c'est du haut vers le bas. Et on a quand même une représentation spatiale qui va assez bien dans le sens de la distinction entre ce qui est transcendant et ce qui ne l'est pas. C'est pas sun, c'est kata, qui signifie effectivement une forme de spatialité. Alors je ne sais pas ce qu'on peut en faire de cette analyse étymologique, mais ce que j'observe, c'est que ce vocabulaire est cité, bon, je dirais pas comme une curiosité, mais comme quelque chose d'intéressant dans le commentaire de Simplicius aux catégories, mais ce n'est pas un vocabulaire qui s'est vraiment acclimaté dans le lexique scolastique habituel de la fin de l'Antiquité. Pour désigner la distinction entre un principe transcendant et sa coordination dans la participation, le couple le plus habituel, c'est exeremenon, syndetagmenon. Donc on retrouve c'est un autre composé du verbe tatein, mais qui va être syntatein. Avec cette opposition, chez Simplicius notamment, on l'a assez fréquemment entre ce qui est transcendant, exeremenon. Par exemple, dans les textes du commentaire de la physique sur les mesures, c'est ce qu'on trouve à plusieurs reprises. Et ça n'est pas le même registre de mots finalement. Là, on touche à une question un peu plus large, quelle est l'influence de Porphyre? Et je pense que c'est un cas assez paradoxal, mais je crois que, dans un sens, l'influence de Porphyre a été plus grande dans le monde latin, et peut-être dans le monde arabe, que dans le monde grec. Parce que dans le monde grec, il a été éclipsé par Jamblique. Exactement. C'est pour ça que même un Simplicius qui écrit quand même 200 ans plus tard,
ne semble pas avoir accès, plein accès à la Guédalium, au fragment sur les Ce qui est embêtant quand même, c'est que Simplicius dit, mais cette phrase un peu comique, enfin involontairement, dans la préface aux catégories, où après avoir donné la liste, la litanie des noms d'auteurs, il dit, il y en a même certains que j'ai lus. Kai et Netukon. Donc on a l'impression quand même que ça veut dire qu'il a lu du Porphyre. D'où la question qui m'a toujours troublé, qui est de savoir si votre hypothèse peut être radicalisée, c'est-à-dire est-ce que quand on lit le commentaire de Simplicius aux catégories, on doit considérer que à chaque fois qu'il y a du matériel porphyrien, c'est nécessairement passé textuellement par le commentaire de Jamblique, ou bien est-ce que de temps en temps il ouvrait quand même un codex avec du... C'est possible. Et d'un autre côté, le fait qu'il ait uniquement, je dirais pas plagié, mais quand même beaucoup utilisé Jamblique, semble, comment dirais-je, prouvé par le fait, là encore c'est un peu drôle, qu'à la fin, il finit brutalement en disant, bon, puisque le divin Jamblique est allé jusque-là, moi aussi je m'arrête. Ce qui semble quand même indiquer qu'il travaillait en ayant son exemplaire de Jamblique. Au moment où il n'y avait plus de matière, bon, on s'arrête et on fait la prière. C'est un peu difficile à interpréter, je trouve. Ilias? Une petite précision. Syndetagmenon, c'est le mot que je connaissais, voulant dire ordonné. Katatagmenon, c'est plutôt classé. Non? Et d'où ça vient? Ça vient des catégories, des fragments de catégories de Porphyre. Oui. Il semble être le premier à utiliser ce mot. Je ne m'abuse. En tout cas, il y a dans le commentaire de, vous avez raison de le souligner, dans le commentaire le petit commentaire de Porphyre, il y a au moins un texte clair où il fait une allusion à la doctrine des formes transcendantes. Pour dire que ce n'est pas le sujet, mais il y a un clin d'œil qui montre que Porphyre est, là encore je pourrais retrouver la référence, mais il y a un texte dans lequel Porphyre dit clairement qu'il est néoplatonicien, c'est-à-dire qu'il affirme en quelque sorte une adhésion à l'ensemble de la doctrine et des différents plans de réalité qui constituent le bien commun de l'école. Je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne comprends absolument pas comment on a pu... je pense surtout à Ebbesen. Je ne mets pas Ricardo dans cette... Parce que Ricardo il les a corrigés quand même. Ricardo sait très bien que Porphyre est... Mais Ebbesen fait comme si Porphyre n'adhérait pas au corps de croyance, enfin de doctrine néoplatonicienne, c'est démenti par le texte. Oui. Et ça le rend plus acceptable la philosophie analytique dans son ensemble. Mais c'est surtout ça. Mais c'est l'effet d'un préjugé, d'une pétition classique. Un petit peu. C'est l'anachronisme, surtout. D'autres questions, d'autres remarques? Bien, mais je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Michael. Nous allons connaître une longue pause, celle des vacances de Pâques. Nous reprenons le lundi 27 avril avec Adrien Leclerc qui nous parlera donc de ce fameux Jamblique dont il a été souvent question aujourd'hui. Et donc nous en saurons plus dans un mois. Merci à tous. Je vous souhaite de bonnes vacances et puis à très bientôt. Donc, je t'enverrai un texte à traduire. J'ai pas appuyé, j'ai rien fait. Bon, ben, bravo, Michael. Vous avez parfaitement